Et donc, vous permet de travailler directement voilà, sur le rendu de votre page. Alors ensuite, pour des fonctions précises de Dreamweaver, je ne sais pas trop, je m'en sers pas. Quelles fonctions vous utilisez, que vous pensez qu'il pourrait manquer dans ce genre de logiciel? Moi, Dreamweaver, j'utilise toutes les fonctions de PHP, on les a directement. Avec l'utiliser. Il n'y a pas de PHP, non, c'est pas la peine d'essayer. À moins que j'ai rien compris. Ah, il y a du code. Oh, ouais, mais il faut le taper. Heureusement que je suis venu. Il propose Bluefish. Alors Bluefish, c'est pareil. Bluefish, il va vous aider à créer du PHP parce qu'il va vous le mettre en couleur pour que vous puissiez le lire facilement. Mais ce sera à vous de le taper à la main. Tu utilises OpenOffice comme traitement de texte? Comme traitement de texte. Donc là, non, il ne va pas vous créer du code PHP tout seul. Pardon? Effectivement. Ça me paraît un peu bizarre. Pourquoi? J'ai fait le test d'automation tout à l'heure. Là, il me demande de modifier. Oui, alors par contre, je sais pas ce que René a mis comme mot de passe sur les... Mais je vous dis, Bluefish, ça va être l'équivalent de ça. J'avais pinaillé, j'avais une 9 cases. Avec un bandeau à gauche qui vous permet rapidement d'accéder aux fichiers sur un serveur distinct. Et il va vous mettre votre code. Là, en fait, les couleurs que vous voyez, c'est pas des couleurs qui sont dans le document. C'est le logiciel qui met en couleur pour pouvoir le lire plus facilement. J'utilise ça. Sous Windows. Si je fais une tablation santé, cette phrase-là, ça veut dire qu'elle va être Oui, WebExpert, c'est vraiment comme Composer. Voilà. Vous avez le choix entre la source ou le design, ou les deux en même temps. Oui, il fait les deux. Ah oui, WebExpert, c'est comme ça. Et à ce moment-là, entre bulles. Mais effectivement, sous Linux, je pense que un logiciel qui vous fait de la programmation en glisser-déposer de fonctions, je pense que c'est difficile ensuite ça va être assez dur à trouver. Retrouver le Composer, parce que là, on va fixer en tant qu'utilisateur de, je sais pas, qui s'appelait Express. Donc, NVU. c'est appris comme ça. C'est ça. Là, Moi, je connais que ça sur les Linux. Oui, ben moi je vous dis, je m'en sers même plus ces logiciels-là. Je préfère taper mon code directement parce que taper une fonction d'une ligne, ça va plus vite que de bouger une souris dans un menu. Il fait une suite de pages d'office. Moi, si je veux une page, d'accord, mon texte ne rentre pas dedans, mais c'est mon problème à moi. D'autres questions? Tu peux vite décider de faire deux pages. Ça, c'est Word, c'est pareil. mais Express, c'est pas un traitement de texte. Si, c'est un peu ça. C'est pas de la PO? En fait, la différence, c'est surtout dans le résultat qu'on veut. Que ce soit PAO ou traitement de texte, on s'en sert de la même manière, c'est par rapport au résultat qu'on veut. Le traitement de texte part comme source du texte et s'occupe, lui, de le mettre en page. Le PAO, on fait de la mise en page est la chose primordiale, et accessoirement, l'utilisateur met du texte dedans. Ouais. C'est l'objectif qui est totalement différent. On travaille de façon totalement inversée. C'est un ensemble de choses en fait. Ouais. Oui. C'est à la fois du texte, de l'image et la mise en page de l'ensemble. La chose numéro 1 que vous faites sur un travail de PAO, c'est définir quelle est la dimension de votre support. Lui dire c'est une page de telle dimension. Alors que le traitement de texte, vous lui rentrez d'abord le texte et après vous faites la mise en page. Et donc, dans Scribus, Scribus, la PAO, on définit un cadre. Scribus, et puis après, il est un peu à mi-chemin entre les deux. Si ça déborde, le texte il disparaît. Il ne fait pas comme... ça répond... Mais donc, pour travailler de cette façon-là, dans OpenOffice, on utilise donc pas le traitement de texte. Alors pourquoi il le classe dans le dessin, moi je n'ai jamais compris. Et donc c'est l'équivalent chez Microsoft de Publisher. Et donc là,
Je lui dis que j'ai une page A4 et j'aurais beau mettre tout le texte que je veux, j'aurai une page A4. Alors soit j'impose une taille de texte et si je me trompe ça déborde et c'est pas imprimé, soit je lui dis d'adapter automatiquement la taille pour que ça tienne dans ma page A4. Et effectivement, on peut très bien travailler une demi-heure en PAO pour faire une affiche et avoir un résultat, travailler une demi-heure sur un traitement de texte et avoir le même résultat. La personne qui va lire l'affiche ne saura pas comment on a fait. Mais si on veut imposer les dimensions du support, il vaut mieux travailler en PAO qu'en traitement de texte. Après, c'est sûr que des logiciels comme Scribus sont un peu entre les deux et permettent de changer d'avion pour de l'autre. D'autres questions? Ouais, mais c'est spécial. C'est spécial. On se revoit le 6 novembre à Grenard? Ouais. Sûrement. Il y a peut-être un détail qui t'intéresse, ça. La nouvelle version que j'ai installée, quand c'est les abeilles, quoi. J'ai un souci avec mes fenêtres, les bords des fenêtres qui disparaissent. Ouais, on avait vu ça ensemble, justement. C'est sur votre ordi qui fait ça? Ouais. Je vous tu vois les croix pour les croix qui sont à droite, qui disparaissent. Avec la barre de titre aussi, tout le contour en fait. Ouais, et puis le nom du logiciel qui tombe. Je sais pas si. Alors, ça peut venir. Ça vient. D'ailleurs, non, c'est pas le cas ici. Non, ça va. Ça vient de Compiz qui s'est lancé trop tôt et qui n'a pas eu accès à l'écran. Je crois que le bug est connu, il va être corrigé dans une mise à jour bientôt. En attendant, pour résoudre le problème, vous faites Alt F2, si vous voulez noter. Ouais, mais je l'ai vu effectivement sur les forums, je le fais. Vous faites Alt F2, il vous propose de lancer une application. Vous tapez Compiz. Ouais. Alors là, ça ne peut pas marcher parce que moi, je ne l'ai pas installé. Compiz, c'est ce qui gère les tours de fenêtre. C'est ça, ouais. Donc moi, j'en ai à la main mis un autre qui rame moins pour être sur une petite machine. Donc, moi, je ne l'ai pas mis. Voilà. Donc, vous lancez Compiz, il va se relancer, votre écran va clignoter et tous vos fenêtres vont réapparaître correctement. D'accord. En attendant que la mise à jour corrige cette erreur. D'accord. Mais en fait, bon, je relançais, je faisais redémarrer et puis... Oui, parce que... Parce que je connaissais pas la manie. Mais alors là, par contre, vous pouvez jouer longtemps parce que si jamais vous faites redémarrer, il est possible qu'au redémarrage, il se relance encore trop tôt et que ça recommence. Donc c'est un petit coup ça. Jouer au poker à chaque fois qu'on démarre la machine, ça peut vite être gênant. Ouais, d'accord. Bon, ça me gênait pas, parce que je faisais Alt F4 pour boucler tout, quoi. Donc là, vous faites Alt F2, vous tapez Compiz, il se relance et tranquille. Ok, d'accord. Effectivement, il me le fait aussi sur l'ordinateur de bureau, il me l'a fait et ça a été signalé, j'ai voulu le signaler, je me suis aperçu que c'était déjà fait, bon bah c'est tout. Okay. Et après j'aurai un détail, mais on verra ça peut-être une autre fois, peut-être pas au prochain réunion, sur application, internet, il y a Terminal Server Client. Oui, alors ça c'est pour contrôler à distance un ordinateur sous Windows qui a la fonction Terminal Server. Ah, c'est pas pour mettre sur du... C'est pas pour balancer les trucs, par exemple j'utilise FileZilla, quoi. Ouais. C'est pas pour faire du FTP, ça. Ah non. Pour faire du FTP, vous vous embêtez pas avec un logiciel particulier. Vous ouvrez votre navigateur de fichiers. Donc sur un bureau normal, vous l'avez dans raccourci et puis n'importe lequel des icônes, le navigateur va s'ouvrir. Ouais. Et là, dans Emplacement, donc qui est accessible via... soit via affichage et en disant qu'on veut l'afficher, soit via fichier se connecter à un serveur, soit en faisant CTRL L, comme location, ouais. on vous affiche l'endroit. Là, vous tapez FTP et votre serveur. Et directement dans le navigateur de fichiers, il se connecte à votre serveur FTP. Il n'a pas demandé les mots de passe parce que je les avais mémorisés, mais sinon il y a une petite fenêtre avec mon utilisateur, mot de passe. Et ensuite, vous avez votre serveur FTP qui apparaît là, qui vous dit à gauche, connecté en FTP en tant que tel utilisateur sur tel serveur. Et, alors Windows fait ça aussi, seulement il l'ouvre d'une manière un peu particulière dans la gestion du réseau. Et si vous double-cliquez sur un fichier sur votre serveur FTP, la seule chose que Windows va vous proposer, c'est de le copier en local pour pouvoir en faire quelque chose, de télécharger le fichier. Là, je suis donc sur mon serveur FTP. J'ai une page en PHP et je vais l'éditer localement dans mon éditeur
Et si je fais sauvegarde, ça sauvegarde directement sur le serveur FTP. C'est-à-dire que n'importe quel logiciel installé sur la machine, du coup, a accès au fichier comme s'il était sur une clé USB ou en local. Parce que le navigateur de fichiers se charge de faire la connexion, c'est lui qui s'en occupe. C'est un des avantages de Linux qui, peu importe quelle ressource on utilise, elle est symboliquement considérée comme un fichier dans le système local. Donc n'importe quel logiciel va dans les dossiers du système local et trouve la ressource. Même si la ressource, c'est pas un document, même si c'est une connexion réseau. C'est pas un souci. J'ai bien fait de venir. Alors, je me connecte avec le système de fichiers. Et hop, je me déconnecte de mon serveur. Ah oui, d'accord. Et sinon, il y a des choses. Là, dans l'emplacement, tu peux taper FTP de point. Ah, c'est ça, oui. Et tu peux plus des points, et puis là, je tape le serveur. Là, je l'ai du serveur, parce que je vais parler de documents, je ne vais pas le faire, c'est tout. J'ai du serveur. Et tu peux te mettre en SFTP, tu peux régler ton... J'aurais pu taper SFTP, mais SFTP il prend aussi. SSH SSH il prend, mais SFTP il faut SSH. C'est l'idem, quoi. C'est ça, d'accord. Là, c'est le système de fichiers de mon serveur. C'est aussi sur Linux, sur le même PC. Oui. Après, je me suis connecté en tant qu'utilisateur là, d'ailleurs, ça privé. D'accord. D'accord. Et tu peux utiliser donc les logiciels que tu as sur ta machine. Tu pourrais par exemple avoir n'importe quel logiciel qui sont sur la machine, tu peux les utiliser pour travailler sur le serveur. Alors attention, travailler directement sur un serveur, ça a aussi des inconvénients et des risques. Ouais. C'est-à-dire que si vous vous amusez à modifier une page sur un site qui est en cours d'utilisation, et que, alors vous corrigez une faute d'orthographe, vous faites sauvegarder, c'est pas un problème. Mais si vous vous amusez à toucher quelque chose d'un peu plus important, vous faites sauvegarder, ça sauvegarde directement sur le serveur et en temps réel, toutes les personnes qui sont en train de naviguer sur le site, elles vont cliquer sur un lien, elles vont avoir la page que vous avez modifiée. Si vous êtes planté, l'erreur se répercute tout de suite. En général, on travaille sur une version de test et quand ça marche, on recopie sur l'original. Non, je parlais pas d'éditer un site. Mais, non, je parlais d'éditer un document. Mais effectivement, on peut stocker des documents en ligne du coup et travailler directement dessus. C'est ça que je demandais. Par exemple. Un document de texte, par exemple. Alors, on évite de travailler en ligne, directement en ligne sur des documents qui font 500 pages, parce qu'à chaque fois que vous allez cliquer sur sauvegarder, le logiciel va recréer un nouveau fichier et le mettre sur le serveur, donc ça va renvoyer toutes les données, donc ça va être un peu long, mais en traitement de texte, même avec des images dedans, 5 ou 6 pages, avec les connexions actuelles, c'est plus un souci. D'accord. Plus votre connexion est rapide, plus vous pouvez éditer un gros fichier. C'est pas un souci. Et fiable. Mais bon, quand vous ouvrez un fichier dans un logiciel, à part quelques rares cas, la totalité du document est transférée dans la mémoire et le logiciel s'en sert depuis là. Donc vous pouvez très bien ouvrir votre fichier depuis votre serveur, vous travaillez dessus. Au moment où vous voulez sauvegarder, il vous dit écriture impossible, et là vous avez passé, vous n'avez plus internet. Ben, c'est pas grave, vous refaites enregistrer sous et vous allez sur votre disque dur, vous sauvegardez le document localement et vous irez envoyer sur votre serveur plus tard. C'est pas grave. Okay. Autre chose? L'installation d'un logiciel qui n'apparaît pas dans les...
Alors, oui, effectivement, on devait chercher ça, on n'a pas... alors, j'ai pas Bah, il trouvé. faudrait désinstaller Cinelera et réinstaller, ou montrer comment... Alors, pour installer un logiciel qui n'est pas dans la bibliothèque, pour la plupart des gens, c'est rare, mais ça peut arriver. Donc, on a tout de suite pensé à Cinelera, parce qu'il n'est pas dans la bibliothèque, c'est un logiciel presque professionnel. Mais du coup, il a été installé sur les postes, là, par René. Ouais. On peut refaire. Du coup, j'ai pas d'idée de logiciel qui n'est pas dans la Logitech, parce que par habitude, je me sers que de ceux qui sont dedans, justement. Alors, en théorie, il y a deux façons. Pour le navigateur sur Chrome, on le trouve directement sur l'appel Google aussi, en tant que Chrome pour Linux plutôt que Chrome. Pour l'exemple. Oui. Le problème, c'est qu'il est déjà installé là. Mais. Oh, je vais en trouver un. Donc, je vous décris la manip pendant ce temps-là. Il y a deux façons de faire, donc, si on veut installer un logiciel avec la bibliothèque. Soit, déjà, il faut trouver le site du logiciel sur Internet. Et, alors, soit le site ne propose pas le logiciel en version Linux. Dans ce cas-là, c'est tout. On n'installe pas de logiciel pour Windows ou Linux. Il y a bien un moyen, mais c'est pas fait pour et c'est risqué. Pas sûr que ça marche. Et si ça marche pas, vous pouvez toujours appeler l'éditeur de logiciel, il va vous dire c'est pas mon problème. Parce que lui, il fait pas de logiciel pour Linux. Donc, soit vous récupérez les coordonnées de ce qu'on appelle un dépôt sur le site. Vous allez dans votre petit menu système, dans ce qu'on appelle les sources de logiciels. On a une dans l'application. Donc dans système administration, il y a source de logiciel, seulement il va vous demander un mot de passe, c'est Kerfintin, donc le mot de passe. Et donc là vous avez un onglet autre logiciel dans lequel vous pouvez ajouter des dépôts. On peut mettre la Kerfintin en premier? Oui, allez-y. De toute façon, si vous avez aimé quelque chose, René réinstallera pour la prochaine fois. Donc là on peut ajouter des dépôts, c'est le cas par exemple de Chromium par exemple. Moi, comme j'aime bien avoir mes logiciels à jour, j'ai carrément été mettre le dépôt de Google qui fournit un dépôt où à chaque fois que Chromium est mis à jour, ils mettent le logiciel à jour et je le récupère automatiquement. Donc ça, c'est des coordonnées que j'ai trouvées sur le site de développement de Chromium. D'accord, donc c'est l'adresse web donc c'est simplement un copier-coller sur le site. Ils vous disent ajouter le dépôt PPA. Vous faites copier-coller. Dans cette fenêtre-là, vous faites ajouter. Copier la ligne qu'ils vous ont dit de copier, vous faites ajouter et ça détecte automatiquement les petits paramètres à mettre derrière. C'est pas vous qui vous en occupez. La deuxième solution, c'est si le site propose de télécharger directement un fichier .deb. Alors, l'avantage, c'est que j'ai un logiciel que j'ai déjà installé. C'est tout, je vais faire semblant de les réinstaller, c'est pas grave. Téléchargement seulement. Là, tu vois, Chrome de Google, là. Ça. Il propose. Bon, j'ai rien sous la main. Ouais. Si tu vas sur le site de Chrome. Mais je l'ai déjà installé Chrome, donc il va pas vouloir. Parce que c'est pas le même. Là j'ai Chromium. Ouais, non, mais pour montrer. Si j'installe Chrome et Chromium, non, mais pour montrer les différentes possibilités et choisir la bonne. Je sais où je vais. Tout simplement. Parce que sur Chrome, on voit bien qu'il propose différents. Chrome, il montre bien. Ouais, il y a les DEP 32 bits, DEP 64 et RPM 32. Donc Google Chrome. Télécharger, tu fais. Voilà. Voilà, donc là, il vous propose effectivement. Donc le format d'installation des fichiers sous Ubuntu, c'est un .deb, parce que Ubuntu vient d'un système qui s'appelle Debian. Ubuntu, c'est tout simplement Debian pour le grand public. Il fonctionne exactement de la même manière. Donc, là, par exemple, moi j'ai installé la 64 bits, parce qu'il y a deux versions, 32 et 64.
Alors, Suivant les machines. sachant qu'on peut installer du 32 bits sur le 64, mais pas l'inverse. Donc dans le doute, on choisit 32. On télécharge. C'est plus lent, quoi, du coup. C'est vraiment la différence entre 32 bits et 64 bits, c'est vraiment au niveau électronique dans la machine, sur le nombre de bits qu'elle utilise pour traiter les instructions. Donc sur 90% des logiciels, vous n'allez pas voir la différence au niveau de l'efficacité. Quelqu'un qui fait du traitement d'image, comme ça. Alors l'intérêt du 64 bits, c'est qu'il est capable de gérer des grosses quantités de mémoire. Le 32 bits étant limité à 4 Go, enfin 3,700 des poussières. Alors que si vous avez une machine qui a plus de 4 Go de RAM, il vous faut du 64 bits, sinon tout ce qui est au-delà de 4 Go, d'un point de vue logiciel, c'est invisible, c'est inexploité. Donc c'est grosso modo le principal avantage du 64 bits. Après au niveau vitesse, c'est si le logiciel est fait pour, effectivement c'est un petit peu plus rapide. Il faut qu'il soit conçu pour... Il faut qu'il soit conçu pour s'en servir du 64 bits. S'il est juste disponible en version 64 bits, mais que c'est le même logiciel que la version 32, ben, il va marcher, mais il ne va pas marcher plus vite. Par contre, s'il a été créé exprès pour exploiter toutes les instructions des processeurs 64 bits, eh ben, s'il en profite correctement, oui, il ira plus vite. Donc, j'ai téléchargé mon point .deb, je clique dessus, et exactement de la même manière que vous cliquez sur un install ou un setup.exe sur Windows, là il vous ouvre un petit assistant qui va vous proposer d'installer le logiciel téléchargé. Par contre, là, le logiciel ne sera pas automatiquement mis à jour, vu que vous avez téléchargé un fichier qui contient une version du logiciel, et vous installez cette version. Si vous installez depuis la Logitech, vous avez non seulement installé le logiciel, mais le système sait d'où il vient. Donc si la source est mise à jour, le logiciel est mis à jour. Donc voilà, le détail, avec le contenu du paquet et la proposition de l'installer. Si vous cliquez sur installer, il vous demande simplement le mot de passe et ça s'installe tranquillement. Là je ne vais pas le faire parce que comme c'est le même navigateur dans une autre version que celui que j'ai, mes fichiers de config vont être un peu perdus. J'avoue que là je vais reprocher un truc à Google. La plupart du temps, quand un site vous propose des logiciels pour Linux où il y a plusieurs versions, là on voit par exemple 32 bits pour Debian, Ubuntu et RPM pour Fedora et OpenSUSE, en général les sites bien faits prennent la peine de vous mettre le logo de la distribution à côté. Parce qu'effectivement vous avez beaucoup plus simple de reconnaître le logo Ubuntu qui est dans le coin de l'écran et qui est sur le CD que vous avez eu si vous l'avez installé vous-même, que de reconnaître ce qui est écrit entre parenthèses en petit, que des fois il y en a une liste, il y en a une dizaine. Donc un site bien fait, il met le logo quand même. Je crois que... Voilà. Bon, pas de bol, je suis sur la page anglaise. Et donc là, vous avez votre joli logo Ubuntu, avec le paquet officiel. Et comme c'est un logiciel qui est dans la Logitech, ils m'envoient directement sur la liste de la Logitech. Mais ils nous ont mis le beau logo. Donc c'est sur le téléchargement, c'est la chose à rechercher, quoi. Le logo Ubuntu. Et s'il n'y a pas, ben, .deb. Prenez un air sceptique. Comment ça s'appelle cette distribution? Parce qu'en fait, chacune des distributions, Linux a plein d'avantages. Le problème, c'est que c'est aussi, ça a longtemps été réservé à pas mal d'érudits qui savaient toucher vraiment au cœur du truc. Donc, plus on simplifie le système en le rendant grand public au niveau interface, plus on perd de fonctions qu'on aurait pu régler précisément à la main. Chaque distribution ne va pas sacrifier les mêmes réglages au profit de la simplicité. Alors Ubuntu, c'est surtout le système d'installation qui a été grandement simplifié. C'est pour ça que c'est celle qui de nos jours est grand public. Les autres, il faut savoir aussi qu'il y a deux grandes interfaces graphiques, tout ce qui est gestion des fenêtres et du bureau. Il y a GNOME qui se veut être plutôt simple et rapide.
enfin est légère, du coup donc rapide sur même sur les vieilles machines, et KDE, qui a pour but de ressembler plus à du Windows 7 ou à du macOS, c'est-à-dire à présenter des effets de zoom sur les icônes, des fenêtres transparentes, des glissements, quelque chose de beaucoup plus convivial, mais qui du coup sur ça, ça ne marcherait pas du tout. Donc parmi toutes les distributions, il y en a qui préfèrent GNOME parce qu'ils veulent un système qui marche bien et qui soit fluide, et il y a des distributions comme Mandriva, je crois, Mandriva qui propose LKDE parce que le but de Mandriva, c'est plutôt de montrer que Linux aussi, ça peut être vraiment beau et que ça marche bien. Et on n'installera pas Mandriva sur une petite machine parce que Mandriva, c'est pour les grosses configs et c'est plus beau. Et on peut utiliser KDE Et on peut utiliser KDE sous GNOME, sous Ubuntu. Donc soit on rajoute KDE dans la Logitech, et à chaque fois que vous ouvrez votre session, c'est déconnecté. Chaque fois que vous ouvrez votre session, vous choisirez entre l'environnement de bureau KDE ou l'environnement de bureau GNOME. Choisissez votre nom, et là, hop. Donc moi j'ai que GNOME, donc j'ai GNOME. La session de secours GNOME, c'est un peu le mode sans sec de Windows, c'est-à-dire qu'il ne va pas me charger le réseau, j'aurai pas beaucoup de couleurs. C'est pour dépanner si j'ai fait des bêtises. Ou l'édition Netbook avec des barres d'outils vraiment toutes petites pour ne pas gaspiller de place sur l'écran. Et donc si vous avez installé KDE, il y a KDE qui apparaît dans la liste, et quand vous faites vous connecter, vous avez le bureau KDE. Donc vous aurez accès au même logiciel, à savoir que GNOME et KDE sont ce qu'on appelle des environnements de bureau, c'est-à-dire que ça contient la gestion des fenêtres, l'affichage du bureau et un pack de logiciels fournis. C'est-à-dire que vous allez avoir un éditeur de texte sous KDE qui s'appelle Kate, alors que celui de GNOME s'appelle Gedit. La plupart des logiciels pour GNOME commencent par un G, ceux pour KDE commencent par un K, tout simplement. Et c'est des logiciels qui font la même chose. Donc si vous installez GNOME et KDE, vous les aurez tous, il y aura les deux versions à chaque fois, vous pourrez si vous voulez. Les logiciels pour GNOME marchent au KDE, les logiciels pour KDE marchent au GNOME, c'est pas un problème. Et pareil, on va dans la Logitech pour installer KDE. Voilà, donc dans la Logitech, vous pouvez installer soit KDE, donc l'environnement de bureau, soit carrément, il doit y avoir une entrée qui s'appelle Kubuntu, donc Ubuntu comme K devant, où c'est carrément l'ensemble d'Ubuntu, mais à la mode KDE, donc avec tous les réglages qui vont avec. Mais ça, c'est un choix qu'il vaut mieux faire à l'install quand même, ça évite d'avoir plein de logiciels en double. Au moment de l'installation, vous pouvez télécharger Ubuntu sur le site. Alors tous les CD qu'on a, c'est Ubuntu classique, parce que notre but étant de promouvoir le logiciel libre, mais aussi de redistribuer des vieilles machines en les remettant en état de fonctionnement. Donc nous, on a pris la distribution qui est la plus légère. C'est pas la plus légère, mais Ubuntu, c'est celle de base, elle est assez légère. En fait, Kubuntu est beaucoup plus lourd, au niveau graphique en tout cas. Donc les CD qu'on a, nous, c'est que Ubuntu. Vous pouvez télécharger Kubuntu, donc avec le bureau KDE, ou Xubuntu avec un bureau XFCE, donc encore une fois, c'est un autre pack de logiciels, un peu plus léger, avec moins de décoration. Il y a l'Ubuntu. Il y a carrément l'Ubuntu, donc là c'est un L parce que c'est LXDE, le bureau d'environnement, l'environnement de bureau, et lui il est encore plus léger, a encore moins de décoration, et le menu et toutes les fonctions sont dans un petit menu en bas. Mais au final, une fois que vous avez lancé votre traitement de texte sur votre navigateur web, peu importe sur quelle distribution vous êtes, c'est la même chose. C'est exactement pareil. Une question. Oui, vas-y. J'ai lu qu'il n'y avait pas de virus sur Linux. Pas de virus. Alors, déjà, c'est pas 100% vrai. À ma connaissance, il y en a 3 ou 4 quand même qui traînent sur Internet. C'est un minimum. Alors par contre, c'est techniquement un système qui est moins sujet au virus. Déjà parce que l'étape numéro 1 pour faire un virus, c'est déjà d'avoir envie d'attaquer un système. La grande majorité des pirates, on va faire la différence entre les pirates et les hackers, la grande majorité des pirates, ce qu'ils veulent, c'est justement attaquer Windows pour que ce soit plutôt Linux, parce qu'ils trouvent ça moralement plus acceptable. Donc déjà, on a moins de virus parce qu'on est moins la cible des gens qui les font. Ensuite, comme c'est un système qui est dont le code source est ouvert, s'il y a une faille de sécurité dedans,
il y a beaucoup plus de monde qui la voit. Alors effectivement, du coup, il y a beaucoup plus de monde qui peut faire un virus. Mais on a constaté depuis 15 ans que généralement les failles sont comblées avant d'être exploitées. Alors que quelqu'un qui trouve une faille de sécurité sur un système fermé comme Windows ou macOS, il se garde bien de le dire et il en profite. Donc macOS est effectivement très peu la cible de virus également parce que malgré que ce soit un système fermé, c'est bien plus fermé que Windows au niveau droit d'auteur. Mais je ne suis pas assez expert pour savoir pourquoi, mais effectivement les pirates sont moins enclins à attaquer. Windows, c'est vraiment c'est... Bill Gates, quoi. Ouais, je pense qu'il y a eu... Je sais pas. Les gens lui en veulent, donc... Oui, c'est ça, c'est autant attaquer le plus présent que... Après, il y a l'intérêt aussi. Parmi les gens qui attaquent, L'intérêt, ceux qui attaquent par intérêt, évidemment, oui, si votre virus il marche sur 2% des machines, super, j'ai fait un virus qui marche sous macOS et sous Linux. Bon, ça sert à rien, mais il marche. Il y a un petit peu de gens qui pensent comme ça, c'est pour ça qu'il y a 3-4 virus sous Linux et qu'il y en a entre 5 et 10 sous macOS. Puis ça, on a fait le tour. Et puis, il faut savoir quand même que le but numéro 1 d'un virus, c'est de se propager de machine en machine. Donc il fait en sorte que votre machine elle continue à fonctionner. Quand vous vous dites j'ai plus rien qui marche, ça plante de partout, j'ai un virus, en général non, c'est pas un virus.